la troisième question qu'on doit se poser quand on fait du mapping opérationnel, c'est-à-dire toute la problématique de traduction des associations. Donc, juste pour commencer, voilà, par un petit rappel dans le modèle objet, quand on a une association entre deux classes, bah, très généralement, on va représenter cette association par un attribut dans chacune des classes pour jouer le rôle de cette partie-là. Donc, imaginons très simplement que on ait une relation entre une classe homme et une classe femme pour traduire la partie, par exemple, mariage. Qu'est-ce que ça veut dire de faire ça? Bah, ça va vouloir dire que derrière, si j'ai cette relation-là, je vais me retrouver avec du code Java qui va ressembler à cette partie-là, c'est-à-dire une classe homme avec une relation vers la classe femme de, comme elle est de qualité 0 ou 1 avec un attribut épouse, et inversement de l'autre côté. J'ai pris cet exemple-là, évidemment, aucune référence politique à rien que ce soit, ça m'arrange juste après pour la suite de présentation, ça va me permettre d'être assez pédagogique sur cette partie relation. Donc, évidemment, si on a une relation 1 étoile, et ben dans ce cas-là, on va avoir d'un côté de l'association une collection comme type de l'attribut. Par exemple, si j'ai une relation entre une classe département et une classe employé, avec un département qui a plusieurs employés, un employé qui pointe vers un département, eh ben, je vais bien avoir ma collection d'employés dans ma classe département, et puis je vais pointer un attribut département dans ma classe employé. Comment est-ce qu'on va représenter ça dans le monde relationnel? Dans le monde relationnel, bah, si j'ai une relation 1-1 ou 1N, on va chercher à utiliser ce qu'on appelle une clé étrangère. Si je reprends mon exemple homme-femme de l'autre côté, bah, ça veut dire qu'à un moment, je vais avoir une table homme avec un ID, une table femme avec un ID, et puis si on décide que, voilà, dans notre cas, la femme est propriétaire de l'association, ça veut dire quoi? Ça va veut dire qu'à un moment, elle va avoir une clé étrangère, que je vais nommer par exemple époux ID, qui va me permettre de décider que si je souhaite que Paul soit marié avec Marie, eh ben, je vais pouvoir mettre comme clé étrangère l'ID du mari de la femme qui s'appelle Marie. Pardon, là je suis un peu dur dans les explications. Et donc, si à un moment j'ai besoin de récupérer l'épouse de Paul, eh ben, je pourrais faire une jointure pour dire bah, c'est la femme qui a comme clé étrangère, comme clé étrangère bah, mon propre ID. C'est comme ça qu'on va représenter ça. Et dès que je vais avoir une relation MN, eh ben dans ce cas-là, c'est le pattern assez classique que l'on applique pour ceux aussi qui ont fait de la conception de base de données relationnelle quand on passe du MCD au MPD. C'est-à-dire que je vais introduire une table association pour réifier, pour rendre concrète cette association. Donc, dans mon cas présent, par exemple, si je reviens avec ma classe département et ma classe employé, bah, ça veut dire que je vais créer une table département et une table employé. Et dans la table employé, je vais avoir une clé étrangère pour pointer le département auquel cet employé appartient. Jusque-là, pas de souci. On sent que le framework de mapping opérationnel, à partir des premières informations qu'il va retrouver dans ma classe, il va pouvoir gérer cette association. Alors, il y a une première difficulté, c'est qu'en conception par objet, les associations sont navigables. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait décider que, par exemple, la classe département n'a pas de collection d'employés, mais il y a uniquement une variable d'instance dans la classe employé. Et dans ce cas-là, on n'a pas moyen de naviguer de l'autre côté. Cette subtilité-là, elle n'existe pas dans le monde relationnel. On n'a pas de différence. Une association est forcément bidirectionnelle dans le monde relationnel. Donc là-dessus, pas de différence entre les deux. Après, on va avoir des associations qui peuvent avoir des propriétés.
Et donc, dans ce cas-là, quand on a une relation MN, soit elle n'a pas de propriété et je vais pouvoir créer automatiquement une classe association. Dans le monde objet, en tout cas dans les langages de programmation comme Java, Python, Ruby, cette notion de classe association n'existe pas. Elle est très souvent réifiée dans une classe. Donc, si en UML, on fait une classe association, on va réifier cette classe association comme une classe à part entière et j'aurai une relation des deux côtés. Et donc, je vais venir me mapper de ce côté-là. Donc, dans quel cas je peux avoir des relations MN? Par exemple, j'ai ma classe employé avec la liste des projets auxquels a participé un employé, et puis j'ai ma classe projet avec la liste des employés qui ont participé à ce projet. J'ai une relation MN. Je peux très bien avoir envie de gérer ça en conception objet avec carrément une classe projet où je vais conserver, par exemple, une clé avec une map pour s'y retrouver dans cette partie. Qu'est-ce qui va se passer systématiquement? Ça va revenir dans la partie mapping opérationnelle comme si on avait une classe employé, une classe projet, une classe participation sur laquelle on va avoir réifié cette association. On y reviendra plus en détail quand on fera du JPA. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est que dès que j'ai une relation MN dans mon modèle, elle va être traduite côté relationnel par une classe association, par une table association, pardon. Et évidemment, comme toujours dans ces modèles-là, le pattern qui est utilisé, c'est que la clé primaire de cette table est formée des deux clés étrangères qui pointent vers les deux classes liées. On a donc naturellement une clé composite là-dessus. Par exemple, ça veut dire quoi? Ma table participation tout à l'heure, elle aura été construite de cette façon-là, c'est-à-dire que je vais bien avoir une table association qui est créée, qui s'appelle par exemple participation. Vous verrez que par défaut, si on ne configure pas le nom, c'est les deux noms des tables séparés par un underscore en JPA. Et puis, je vais retrouver les deux colonnes correspondant aux deux clés étrangères qui pointent vers les références des employés, vers les références des projets. Et puis, ma clé primaire, c'est mon couple de ces deux attributs. Si j'ai une classe association, par exemple en UML, qui a des propriétés, évidemment, ces propriétés vont être mises dans la table association, cette table qui caractérise l'association. Il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Donc, je peux très bien avoir une classe participation dans laquelle je vais avoir mon employé, mon projet, et puis la fonction exercée par cet employé au sein de ce projet-là. Il a été chef de projet, développeur, etc. Ce qu'on voit naturellement, c'est que dans un langage de programmation objet comme Java, même si c'est une classe association, elle aura été réifiée comme une classe à part entière dans mon langage de programmation. Et donc, pas de problème pour créer cette table participation dans mon modèle relationnel. Si on a des relations de degré supérieur à 2, il n'y a pas de problème. C'est aussi des choses qui sont faisables. Alors en fait, pour être franc, dans les langages de mapping relationnel, on s'embête assez peu. Très souvent, dans ces cas-là, on réifie la classe et puis on s'en sort autrement pour mettre les contraintes d'unicité. Ces modèles d'association de degré supérieur à 2, c'est souvent la place dans l'avion qui est liée à un vol, un passager, etc., un type de vol. C'est souvent ce qui représente cette notion d'association de degré supérieur à 2. En mapping relationnel, très souvent, si on part du modèle objet, on va réifier cette association comme une classe à part entière. Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais comme on va réifier cette classe réservation qui pointe un vol, un passager, un numéro de siège, on pourra avoir moyen de s'en sortir sans difficulté quand on fait notre mapping opérationnel. Donc cette traduction-là pourra être faite par le framework, on n'aura pas de difficulté. Alors, une difficulté plus importante à laquelle il faut penser, c'est toute la problématique des relations dites bidirectionnelles. C'est quoi le problème? Si je reviens à mes petits schémas très simplement et que je refais ma relation homme, femme, avec ma relation époux, épouse. En fait, j'ai un petit problème. C'est que, point de vue de mon code Java, je n'ai aucune différence entre ces deux modèles UML-là. Entre une relation dite bidirectionnelle
et 2 relations unidirectionnelles. Pour autant, ça a un sens extrêmement différent. Et donc en Java, ces 2 modèles-là, si je les traduis dans du code Java, je vais avoir tendance à les traduire de cette façon-là, avec une classe femme qui pointe vers un époux, une classe homme qui pointe vers un époux. Quelle est la différence de sens qu'on va retrouver à ce niveau-là? Eh ben, c'est le fait que dans la première relation, la sémantique de cette relation bidirectionnelle veut dire que si Marie est mariée avec Paul, Paul est forcément marié avec Marie. J'ai une cohérence des 2 bouts de l'association. Le schéma du dessous, par contre, il veut dire que Paul peut être marié avec Marie et Marie peut être mariée avec Jacques. Ça pose pas de souci dans mon modèle. Évidemment, en base de données, on va traduire ces 2 choses-là de façon très différente. D'un côté, on va être tenté d'avoir une seule clé étrangère. Par exemple, dans la table homme, et puis dans la table femme, je vais avoir juste l'ID. Si je fais ça, bah, je vais pouvoir, avec une seule clé étrangère, traduire la cohérence de mon association. Et comme je factorise mon schéma de base de données, je vais éviter de dupliquer l'information pour éviter d'avoir de l'incohérence. Par contre, évidemment, quand j'ai 2 relations unidirectionnelles, bah là, je souhaite autoriser le fait que je peux avoir 2 ID différentes sur cette partie-là. Et dans ce cas-là, je vais le traduire avec 2 clés étrangères, une de chaque côté. Et le problème que j'ai, c'est qu'évidemment, le modèle de données en base de données n'est pas le même, la cohérence n'est pas la même, et pourtant, je vais partir d'un modèle Java qui se traduit, Java, Python ou autre, qui se traduit exactement de la même façon. Et donc, on sent bien que les frameworks de mapping observation, il va falloir d'une manière ou d'une autre rajouter des métadonnées pour dire si cette association-là est une association unidirectionnelle ou si c'est une association bidirectionnelle dont l'autre bout est de l'autre côté, pour qu'il sache générer le bon schéma de base de données. Donc ça, ces relations bidirectionnelles, il va falloir que j'indique quelque part dans mon modèle objet si cette relation est unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Donc, l'autre difficulté qu'on peut avoir là-dessus, c'est qu'évidemment, si j'ai une relation bidirectionnelle entre hommes et femmes, par exemple ici, je m'attends par exemple à ce que si j'appelle sur Paul la méthode 7 épouses égale nul, naturellement, je m'attendrai à ce que le framework assure la cohérence de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il appelle automatiquement sur Marie.7 époux égale nul aussi. Si je divorce, ma femme divorce aussi. C'est le principe. En fait, la plupart des frameworks, sur cette partie-là, vont pas faire le boulot. Certains, comme les EJB2 par exemple, avaient fait le choix dans leur framework de opérationnel d'assurer automatiquement la cohérence des 2 bouts de l'association. D'autres frameworks, comme ce qu'on va voir ensemble, JPA, mais aussi JDO en Java, mais aussi Doctrine en PHP, vont laisser au développeur le soin d'assurer la cohérence des 2 bouts de l'association. Donc ça peut être une source de bug assez importante quand on manipule ce modèle métier, c'est que si on a des relations bidirectionnelles, c'est à nous de faire attention dans notre code d'assurer la cohérence des 2 bouts de l'association.